Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Madame Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, sur tous les continents, l'extrême droite mène une guerre contre l'écologie. Pourtant, hier, dans votre discours de politique générale, vous n'en avez pas dit un mot. Donald Trump présente le changement climatique comme une grande arnaque. Milei rase les forêts. Poutine se réjouit de la fonte du permafrost en Sibérie. Et leurs alliés, l'extrême droite européenne, exigent l'abandon du pacte vert. Les scientifiques de tous les pays, y compris en France, font face à une croisade obscurantiste. 90% des militants écologistes subissent des violences en ligne et sont parfois physiquement menacés. Dans ce contexte, votre silence est alarmant et il nous fait craindre que vous ayez déjà abdiqué. D'autant plus que depuis 2022, la politique conduite est celle du grand bond en arrière sur l'écologie, avec pas moins de 43 reculs environnementaux actés depuis le printemps. Monsieur le Premier ministre, je n'ai pas le temps de vous questionner sur l'ensemble de ces reculs. Je n'aborderai donc qu'un seul sujet sur lequel le gouvernement est décisionnaire, c'est celui de notre trajectoire climatique. J'ai deux questions. La première, 10 ans après l'accord de Paris, allez-vous cesser le blocage sur la hausse des objectifs climatiques au niveau européen ? Et le deuxième, c'est allez-vous publier une programmation pluriannuelle de l'énergie sérieuse pour garantir le développement de l'éolien et du solaire et permettre d'atteindre 44% de notre consommation d'énergie renouvelable, 44% de notre consommation d'origine renouvelable d'ici en 2030. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Châtelain. Je vous l'ai dit hier, je ne pouvais pas parler de tout et je crois qu'au regard de la situation politique, je ne pouvais pas parler de tout. Mais vous me permettez cette séance de rattrapage, en quelque sorte, à travers votre question. Et sans mépris aucun pour l'Assemblée nationale, j'aurai l'occasion d'y revenir plus longuement au Sénat, notamment dans la dimension locale aussi des politiques environnementales. Je pense qu'au fond, on a plusieurs défis devant nous et je vais répondre à vos deux questions, mais je vais même aller un peu plus loin. La première priorité, c'est de continuer la décarbonation d'une partie de notre économie et de notre vie quotidienne. C'est une évidence en matière d'émissions, c'est une évidence aussi en matière de souveraineté, c'est une évidence aussi en matière économique, Madame la Présidente, et vous le savez, parce que des filières économiques ont été créées sur le territoire, elles sont désormais porteuses d'emplois, et il n'y aurait rien de pire en mauvais français que de faire du stop and go et de fragiliser justement l'élan qui a été donné. Peut-être que ça va trop lentement, c'est un débat à mon avis qui aura lieu si vous laissez le débat budgétaire se tenir pendant justement les discussions ici même, mais il est clair que nous ne remettrions pas, nous aurions des pires difficultés à créer justement un frein définitif à ce que nous faisons sur la sobriété énergétique. La deuxième des choses, c'est la production d'énergie. Vous avez posé la question très précisément. Même urgence, la décarbonation est clé pour des raisons climatiques, pour des raisons aussi géopolitiques. On le voit bien, dépendre du Moyen ou du Proche-Orient, dépendre de la Russie, dépendre d'un certain nombre de grands compétiteurs est évidemment quelque chose d'inacceptable et on ne pourra pas parler de réindustrialisation si nous ne sommes pas capables d'avoir une politique énergétique au niveau. Ça veut dire que si votre question est-ce que nous souhaitons ou est-ce que dans les documents à venir nous souhaitons ou nous allons dégrader nos objectifs en matière d'énergie renouvelable, la réponse est non. En revanche, est-ce que nous devons davantage interroger la manière dont l'argent public est employé pour financer les énergies renouvelables? Est-ce que nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de rente de situation? Et je sais de quoi je parle car j'étais secrétaire d'État en charge de ces sujets il y a 8 ans et on voit bien que la situation du marché de l'électricité aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 8 ans. On voit bien que la structure des coûts pour les énergies renouvelables ne sont pas les mêmes qu'il y a 8 ans. On voit bien que les filières économiques, là aussi sur l'éolien en mer par exemple, ne sont plus les mêmes qu'il y a 8 ans. Et on voit bien aussi que la manière d'équilibrer notre système électrique et la manière de stocker cette énergie n'est plus le même qu'il y a 8 ans. Et ça, c'est le vrai débat pour moi sur la programmation pluriannuelle pour l'énergie. Nucléaire, je sais que nous ne sommes pas d'accord sur le sujet, mais je l'assume. Énergie renouvelable. Et derrière, quels sont les bons moyens financiers pour éviter des effets de rente, des effets de bord sur le financement de ces énergies renouvelables? C'est un sujet qui est clé. Troisième point, il chevauche autant au fond le national que le local. Et je ne l'ai pas prononcé hier dans mon discours, vous ne l'avez pas prononcé dans votre question, c'est biodiversité.
avec la question évidemment des déchets, de l'eau, la question évidemment de la lutte contre les pollutions, sur lequel la ministre en charge de l'écologie reviendra dans les tout prochains temps, parce que au fond la dynamique et les enjeux sont autant globaux, nationaux que locaux, et on ne fera pas l'impasse d'une revisite de la planification écologique à l'échelle locale, parce que je reste persuadé que ce sont des compétences qui sont fondamentalement décentralisées et dont les élus locaux doivent davantage s'emparer. Il y aura peut-être un débat entre nous sur le sujet, mais de là où je viens, comme ancien maire, comme ancien président de département, je reste persuadé que c'est absolument clé. Puis la dernière étape, elle est évidemment internationale et européenne. Comment faire en sorte que la France continue de mener justement ce combat politique que vous avez décrit au moment où, au fond, il y a peut-être 5 ou 10 ans, le climato-scepticisme n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui. Et ce qui était une évidence ou quelque chose de plus ou moins consensuel ces dernières années ne redevient plus du tout évident, y compris au regard des politiques menées par un certain nombre de grandes puissances. Et je crois pouvoir dire, et vous ne l'avez pas cité ou salué, mais la nomination de la ministre Monique Barbu au regard de son engagement et de son bilan comme femme à la tête d'une ONG vient témoigner aussi de ce que nous sommes capables de faire au gouvernement de la République pour la France. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vous ai connu plus précis. Vous n'avez rien dit sur le soutien à la hausse des objectifs au niveau européen, qui est un combat immédiat. Vous n'avez pas répondu sur les objectifs des énergies renouvelables. Non, vous ne nous avez pas dit, je vous demandais 44, le développement des énergies renouvelables et de l'éolien au niveau de 44% de notre consommation. Et surtout, je vous alerte, la France ne baisse que de 0,8% ses émissions de gaz à effet de serre, alors que nous aurions eu à 5%. Monsieur le Premier ministre, ceci doit être notre priorité. Merci beaucoup, Madame la Présidente.